Bonjour à tous. Madame la ministre, monsieur le préfet, monsieur le recteur, monsieur le doyen de l'UFR droit et économie, chers collègues, mesdames, messieurs, c'est un grand honneur et une immense fierté pour nous de vous accueillir, madame la ministre, à l'occasion de votre première visite officielle à La Réunion. Cette fierté est accrue quand on sait que vous êtes d'ailleurs une ancienne étudiante de notre établissement dont le parcours est, c'est le moins qu'on puisse dire, remarquable. Aujourd'hui, à l'occasion du 5e anniversaire de la départementalisation de Mayotte, les enseignants-chercheurs de l'Université de La Réunion ont souhaité présenter un bilan à 5 ans de la départementalisation sous un angle juridique et économique, aux côtés de leurs invités venus de Mayotte, de l'Hexagone et d'autres pays. Si la marche vers l'égalité juridique et économique n'est pas encore achevée, les attentes d'une population très jeune n'en demeurent pas moins prégnantes. Territoire français insulaire bénéficiant d'une position stratégique, Mayotte comme La Réunion doivent mobiliser des efforts collectifs dans une période de grands changements globaux, à la fois écologiques, climatiques et économiques, pour mettre en œuvre un modèle de développement qui leur soit propre, soutenable et résilient. La Réunion et Mayotte ont tout intérêt à consolider leur partenariat en ce sens et à œuvrer de concert pour le rayonnement de la France et de l'Europe dans l'Indienne Océanie. En tant qu'universitaires, notre rôle est bien celui-là, celui de produire de la connaissance et de la transmettre, afin que nos territoires puissent prendre les meilleures décisions pour leur avenir. Ce colloque y contribue grandement, en croisant les regards sur 5 années d'une réforme majeure et en favorisant les liens entre chercheurs, praticiens du droit et acteurs de la vie institutionnelle et économique. C'est une excellente initiative qu'il convient de saluer et d'encourager pour que les travaux de recherche scientifique menés au sein de nos unités de recherche irriguent nos sociétés et favorisent leur développement. À nouveau, je tiens à vous remercier, Madame la Ministre, de votre présence à la clôture de ce colloque, dont je sais qu'elle n'est pas que symbolique. Je tiens également à exprimer toute la reconnaissance de l'établissement à l'ensemble des organisateurs de ce colloque et à l'ensemble des participants qui ont fait de cet événement une incontestable réussite. Je vous remercie de votre attention et sans plus tarder, je passe la parole à Madame la Ministre. Monsieur le Président de l'Université de La Réunion, Monsieur le Préfet, Monsieur le Recteur, Monsieur le Doyen de la Faculté de droit et d'économie, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse d'être là. Mais avant d'exprimer mon bonheur d'être là, je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, pour vos nouvelles responsabilités, qui sont des responsabilités très importantes. Mais vous le savez, et je sais que vous allez mettre toute votre énergie et détermination pour continuer à porter cette belle université de La Réunion, peut-être même au-delà de La Réunion, l'université peut-être de l'océan Indien. Je tiens bien sûr à remercier chaleureusement toute l'équipe de l'Université de La Réunion pour l'organisation de cet important colloque, les directeurs scientifiques, les intervenants qui ont participé aux échanges, les équipes administratives et techniques qui ont contribué à ce bon déroulement de votre colloque. Bref, tous les participants qui se sont mobilisés aujourd'hui, je voudrais saluer nos amis et cousins de Mayotte qui sont là aujourd'hui. Alors oui, c'est une petite émotion quand même parce que je disais à mon professeur, Monsieur Oraison, qui a été mon professeur, était dur. Alors je ne sais pas s'il est toujours, il était voilà, très exigeant, très exigeant. Mais finalement, on ne peut remercier que ceux qui ont été exigeants et qui continuent à être exigeants. L'exigence est aussi un service souvent qu'on rend aux autres, à soi-même d'abord et puis aux autres. Donc oui, beaucoup d'émotions. J'y ai passé quelques années, 2 ans, et puis après je suis allée ailleurs. Et puis j'ai eu le bonheur de revenir sur mon île.
Donc il me revient à l'honneur de conclure ce colloque qui nous rassemble aujourd'hui et qui a pour thème le 5e, pas 50e, 5e, je veux aller trop vite, 5e anniversaire de la départementalisation de Mayotte. Vous avez raison, je le fais vraiment avec cœur et je vous remercie de m'avoir invité à le faire, puisque ça a été le premier voyage officiel que j'ai fait à Mayotte en tant que ministre des Outre-mer, mais je reviendrai un peu sur cette idée. Le 31 mars 2011, Mayotte devenait donc le 101e département français. Le 1er janvier 2014, Mayotte devenait une région ultrapériphérique de l'Union européenne. Ces deux dates historiques marquent un aboutissement, l'ancrage de Mayotte au sein de la République et de l'Union européenne. Ces deux dates marquent aussi l'accentuation d'une mutation profonde avec toutes les conséquences économiques, juridiques et politiques qu'elle implique. Vous l'avez rappelé, la départementalisation a impliqué des changements significatifs dans la lutte contre les inégalités et dans le développement économique de l'île notamment. Mayotte, devenu le département le plus pauvre de France, voire la région la plus pauvre de l'Union européenne, avec 31% de la moyenne du PIB par habitant de l'Union européenne, constituait évidemment un défi pour les politiques sociales et demandait un puissant engagement. Le passage de PTOM à RUP a également conduit à des mutations d'importance. Je vous remercie à cet égard d'avoir apporté à ce colloque la dimension européenne qui a irrigué, j'imagine, toute la journée d'aujourd'hui. Car il faut le dire avec force et fierté, partie intégrante et constitutive de la nation française, Mayotte fait également et pleinement partie de l'Union européenne. Cependant, malgré les changements institutionnels intervenus et comme vous l'avez explicité, l'égalité tarde à se concrétiser à Mayotte, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale ou juridique. Or, nous savons les besoins immenses de l'île. Le taux de pauvreté y dépasse les 85% quand il avoisine les 35 à 40% dans les autres DOM et 14% dans l'Hexagone. On voit l'immensité de la séparation qui existe entre le territoire de Mayotte et l'Hexagone. Mayotte demeure, comme vous l'avez bien résumé, un territoire de développement. Nous ne pouvons plus tolérer ces écarts préoccupants et ces retards révoltants. Alors, je suis réunionnaise, je sais que l'installation de la République est un processus qui demande du temps, mais qui appelle de la volonté politique et la mobilisation de tous. En 1946, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion deviennent les départements. La départementalisation suscite alors d'immenses espoirs. L'affirmation de l'état de droit, l'application des lois sociales qui, dans l'Hexagone, avaient été sensiblement rehaussées avec la création de la sécurité sociale, le rattrapage des territoires sur l'Hexagone et l'amélioration des conditions de vie des habitants. Mais les changements peinent à venir. L'administration met du temps à s'installer. Les investissements ne sont pas à la hauteur de la situation, les prestations diffèrent grandement par rapport à l'Hexagone. La départementalisation tant attendue devient alors une grande déception. Grâce aux députés des DOM, Raymond Vergès, Aimé Césaire, Gaston Monnerville, Léon Lepervenche, Léopold Bissol, la République prend conscience d'un contrat non rempli. Au début des années 60, un changement de paradigme s'établit et d'importants investissements sont menés par l'État en matière de santé publique, de transport ou d'éducation. C'est un véritable rattrapage qui est opéré et il se poursuit et s'accélère dans les années 80-90 lorsque les présidents Mitterrand et Chirac décident de mettre en œuvre l'égalité sociale. Dans le contexte historique
que l'on connaît et qui va changer à partir du début des années 80. Les 4 DOM historiques viennent de fêter les 70 ans de leur départementalisation. Nous ne souhaitons évidemment pas que le chemin soit aussi long pour Mayotte. Nous souhaitons bien au contraire une accélération depuis le début du quinquennat pour Mayotte, tout en prenant garde à ne pas déséquilibrer la société mahoraise. Et c'est tout l'enjeu de ces processus. Le 101e département français constitue une priorité de mon action et les Mahorais disent souvent, à raison, que le 5e DOM ne saurait demeurer la 5e roue du carrosse. Mayotte fut ainsi l'objet de mon premier voyage officiel en tant que ministre de l'Outre-mer et par cette démarche, j'ai voulu en tout cas marquer la préoccupation qui est la mienne d'écouter, d'entendre, d'accompagner, voire d'accélérer le processus de départementalisation. Les retards et les écarts actuellement connus avec l'Hexagone constituent un motif de préoccupation et même d'impatience légitime tant la situation est inacceptable. Le gouvernement est donc déterminé à ce que Mayotte converge encore plus rapidement avec les standards économiques et sociaux de l'Hexagone. Le projet de loi Égalité réelle Outre-mer, actuellement en discussion au Parlement, propose dans cette optique des avancées substantielles. Mais vous me permettrez de faire juste une petite parenthèse sur l'égalité réelle Outre-mer. L'égalité réelle Outre-mer n'est pas une démarche égalitariste, assimilationniste. L'égalité réelle Outre-mer consiste à dire que nous devons, alors vous me permettez de mettre Mayotte peut-être un peu à part, parce qu'il faudrait que je module encore plus ce que je vais dire. Mais l'égalité réelle consiste à dire qu'il y a un pan de droit qui touche beaucoup aux prestations sociales en particulier. Et que, de ce point de vue, la République doit finir ce qu'elle a commencé, l'égalité sociale. Qu'il n'y a aucune justification aujourd'hui de différenciation d'application du droit social entre les 4 vieilles colonies et l'Hexagone. Néanmoins, le développement économique, culturel, éducatif, l'émancipation des territoires, des départements d'outre-mer doivent aujourd'hui faire l'objet beaucoup plus d'une démarche d'adaptation de nos politiques publiques à la réalité des atouts et des handicaps de chaque territoire. Qu'il n'y a pas une démarche uniforme pour l'ensemble des départements d'outre-mer. Qu'il doit y avoir une démarche singulière pour chaque département d'outre-mer, d'où la stratégie des plans de développement déclinés des plans de convergence, déclinés en contrats de convergence. Ce qui nous permettra, je l'espère, dans bien des domaines, de pouvoir reprendre toute la place que nous n'avons pas prise totalement dans nos grands bassins océaniques et travailler sur une nouvelle approche des connectivités des grands bassins océaniques. Juste, je referme la parenthèse sur l'égalité réelle outre-mer. Donc ces débats, nous avons porté ces débats à l'Assemblée avec un vote en première lecture et il contient dans cet état d'esprit une approche particulière pour Mayotte avec des mesures qui voudraient accélérer certaines sur le plan social, accélérer la convergence vers l'Hexagone. Nous allons ainsi accélérer le rythme d'alignement des allocations familiales à l'horizon 2021. Et comme dans les DOM historiques, mettre en place le complément familial outre-mer, parachever l'extension de l'allocation d'éducation pour enfants handicapés. Il n'y a pas de raison de ne pas accélérer sur ce genre de prestations. C'est lutter contre la pauvreté et c'est au nom de l'égalité sociale.
Ces différentes mesures permettront de renforcer les soutiens apportés aux familles à Mayotte et en particulier aux foyers les plus modestes. Nous allons parallèlement accompagner la mise en place d'un système de complément d'assurance vieillesse dans ce département où les personnes âgées sont particulièrement démunies. Ce volet est ainsi une étape importante pour favoriser le développement humain de nos territoires, lequel ne saurait être dissocié du développement économique. Le deuxième bras armé de notre stratégie repose sur le programme Mayotte 2025, qui a été signé par le Premier ministre le 13 juin 2015. C'est un document stratégique qui a été, j'insiste, pensé, fabriqué, écrit par l'ensemble des forces vives du territoire mahorais. Ce document fixe des objectifs précis pour toutes les politiques publiques, de l'éducation, de l'aménagement, en passant par les institutions, le développement économique ou la santé. En tout, 324 mesures sont prévues, dont une centaine a déjà été mise en œuvre un an après la signature du document. Mayotte 2025 est aussi le cadre stratégique de politique contractuelle. Le programme européen et contrat de plan, notamment, dont vous avez rappelé l'importance au cours de ce colloque, sont identifiés. Il s'inscrit dans la continuité des efforts conduits par ce gouvernement en faveur de nos compatriotes mahorais. Entre 2012 et 2015, les dépenses budgétaires de l'État ont augmenté de 18% à Mayotte et cet effort se poursuivra puisqu'on table sur une augmentation des crédits de paiement de 10% en 2016 et de 7%, un peu plus de 7% en 2017. Parmi les premières conditions de développement humain, c'est l'éducation. C'est fondamental. Et à Mayotte, un habitant sur deux a moins de 17 ans et demi. C'est dire toute l'attention qui doit être accordée à la jeunesse et à son éducation pour construire l'avenir de l'île. Et pour ce faire, l'État mobilise 6 500 agents d'éducation nationale contre 5 500 en 2012. Plus de 2/3 des agents de l'État sur place contre 1 sur 2 en moyenne nationale. Le défi éducatif qui consiste à donner à chaque enfant mahorais un avenir correspondant à ses aspirations et à ses compétences en adéquation avec les besoins de l'île est immense. Faire du plurilinguisme une richesse et un atout. Diversifier les voies de formation pour répondre à toutes les aspirations. S'ouvrir à la coopération régionale, toute la grande zone, en associant la Réunion et les autres. Voilà la philosophie de notre action. Des partenariats ont été passés avec des universités de l'Hexagone, des internats de réussite éducative, se construisent pour permettre aux jeunes talents d'avoir des conditions de formation sereines et dignes. Le futur lycée de Mamoudzou Nord, en chantier actuellement, sera orienté vers les langues et l'ouverture internationale, ce qui est vraiment, à mon sens, absolument stratégique. Vous le savez, enseigner, c'est aussi accueillir la jeunesse et construire. Ce sont 50 millions pour le second degré et cette année, plus de 15 millions d'euros pour le premier degré que l'État consacre annuellement à ces investissements. Et les derniers établissements livrés permettent de mesurer la qualité de l'effort consenti. Néanmoins, nous sommes toujours dans des difficultés de répondre à cette offre éducative, en tout cas en ce qui concerne l'accueil. Nous allons faire des efforts particuliers et j'ai moi-même constaté sur le terrain qu'en tout cas sur le premier degré, il fallait accélérer l'effort. Donc j'ai décidé de rajouter 10 millions d'euros cette année sur le programme de construction du premier degré pour que nous soyons à 20 millions, que nous puissions doubler sur le premier degré pour accélérer, parce que sans ça, nous ne pouvons pas mettre en place les rythmes scolaires, avoir un accueil digne des enfants mahorais. Donc c'est très important sur cet axe éducation. Sur la loi égalité réelle outre-mer, nous avons posé le principe de la formation des cadres mahorais. On s'est inspiré de l'expérience de 400 cadres néo-calédoniens pour que nous puissions aussi sur Mayotte fortifier l'encadrement mahorais et donner une perspective à la jeunesse formée. Enfin, il y a bien sûr toute la problématique de la sécurité, qui est un axe extrêmement important et qui interroge la République.
puisque la République doit garantir la sûreté à ses concitoyens. Et au cours de ces dernières années, Mayotte a connu une augmentation très, très importante de la délinquance et doit faire face à ces nouveaux défis. Donc nous avons mis un plan sécurité, donc nous mobilisons des forces de l'ordre avec des moyens supplémentaires qui sont importants, mais très certainement ce travail autour de la sécurité ne peut pas passer que par un axe sécuritaire. Nous devons aussi développer beaucoup l'axe de la prévention. Donc c'est un des travaux que je souhaiterais amplifier sur Mayotte. Mesdames et messieurs, ce colloque a permis de dresser certainement un bilan d'étape. 5 ans après la départementalisation de Mayotte et 2 ans après sa transformation en RUP. Il sera très certainement riche d'informations à partager avec nous-mêmes. Nous sommes très preneurs de vos travaux, de vos réflexions pour continuer à alimenter les solutions que nous pourrions ensemble construire. Il n'y a pas de vérité. Il y a très certainement une capacité d'entendre et d'écoute, d'observer, parce que les processus sont extrêmement compliqués, complexes, et nous devons avoir l'humilité de dire qu'il faudra très certainement remettre l'ouvrage à chaque fois et ne pas se cantonner à se dire nous avons trouvé la solution et s'arc-bouter sur des choses. Moi, je pense que véritablement, s'il faudrait retenir quelque chose, il faut être humble par rapport à la tâche et essayer de véritablement coller à ce que les Mahorais souhaitent et comment nous pouvons accompagner cette départementalisation, cette marche vers l'égalité, cette marche vers la République et les valeurs de la République. Je finirai par là pour vous dire qu'il y a quand même, à mon sens, l'idée que nous avons tous des destins liés. Nous sommes en destin lié. Moi, je trouve ça magnifique. Il y en a qui trouveraient peut-être moins bien. Mais moi, je suis très heureuse d'être dans la grande zone océan Indien, d'avoir cette richesse et de me dire que nous pouvons construire des destins ensemble. Ça aussi, ça demande une véritable dynamique qui est nouvelle à installer, que Mayotte et la Réunion puissent mieux se parler, plus se parler, pour construire un projet de vie commun dans l'océan Indien. Il y a un enjeu, bien sûr, de coopération régionale, on l'a dit. Il y a une avancée un peu bientôt sur l'aspect législatif avec la proposition de loi de Serge Letchimy, qui sera discutée au Sénat, qui pousse un peu plus loin la capacité de conclure des projets de coopération régionale avec des modalités un peu techniques qui nous permettront très certainement, en tout cas je l'espère, de pousser plus loin cette coopération sur une vision programmatique à plusieurs années, nous laissant donc la possibilité d'avoir une discussion avec les collectivités et nous, l'État, pour construire ce projet stratégique de bassins océaniques. Donc c'est tout l'enjeu du lien entre Mayotte et la Réunion pour construire tout cela. Voilà. Et puis aucun département d'outre-mer, aucun territoire d'outre-mer. L'outre-mer ne quémande rien. Elle ne quémande pas l'égalité. Elle veut juste... ces territoires ultramarins sont dans un combat pour la dignité et pour l'expression de leur émancipation et de tous leurs atouts. Je crois que c'est aussi ce combat qu'il faut porter maintenant. Donc c'est un nouveau souffle, une nouvelle dynamique pour Mayotte et puis au-delà de Mayotte pour l'océan Indien. Avant de conclure, je voudrais aussi vous dire, puisque Raoul Lucas est parmi nous, je voudrais aussi dire que j'ai proposé la candidature de Raoul Lucas au Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. C'est une forme aussi c'est pas une forme, c'est une reconnaissance du travail de l'historien, de l'homme engagé dans cette université pour son territoire, pour l'histoire. Et nous devons, enfin je me dois, à chaque fois qu'il est possible, dans ce combat, de faire reconnaître les Outre-mer tels qu'ils sont, plein de richesses, plein de talents. À chaque fois que nous avons l'occasion, je m'efforce
de faire reconnaître les talents réunionnais, de faire reconnaître les talents ultramarins et les dynamiques de nos territoires ultramarins. Donc, cher Raoul, j'espère que nous t'aurons plus souvent à Paris pour alimenter ce grand projet avec peut-être derrière une idée de fondation autour de la mémoire et de l'histoire de l'esclavage. Je vous remercie.